Bonsoir madame, messieurs, bienvenue dans votre magazine de la semaine Info 7. Merci de continuer à faire confiance à Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de votre magazine de la semaine Augustin Bissimois, secrétaire général du MDVC, un parti de l'opposition. Bien évidemment, opposition extra-parlementaire. Bonsoir, madame. Extra-parlementaire. Tout à fait, oui. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, merci, madame. Opposition extra-parlementaire, c'est-à-dire quoi? Bien évidemment, la loi reconnaît des sortes d'opposition dans notre pays. Il y a l'opposition parlementaire, c'est-à-dire il s'agit là de l'opposition qui siège dans les institutions, notamment au Parlement. Il y a également l'opposition qui ne siège pas au Parlement, c'est ce qu'on appelle extra-parlementaire. Et là, je suis à la loi portant statut de l'opposition. Secrétaire général du MDVC, comment se porte votre parti politique? Le parti MDVC, Mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements, se porte très bien. Depuis déjà 3 ans que le parti a été créé. Et le parti cher au docteur Justin Moudekereza, le parti se porte très bien sur le plan de l'implantation. Le parti est déjà implanté dans 20 provinces déjà. Sur les 26 que compte la RDC? Tout à fait, madame, parce qu'on sent qu'il y a un engouement très important des adhérents, parce que l'adhésion est beaucoup plus motivée par une vision salvatrice que porte le parti, et le fait aussi que le parti n'a jamais trempé dans la mauvaise gouvernance, et donc la population sent en réalité en cette vision du MDVC qui est celle de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Vous avez dit qu'il y a de cela 3 ans que le parti MDVC a été créé, c'est-à-dire que le parti a été créé après l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême. Quelles ont été les motivations qui ont conduit donc votre autorité morale à créer? Parce que déjà on a plusieurs partis politiques. Avec les dernières élections en RDC, on en avait déjà plus de 500. N'était-il pas important pour vous d'adhérer peut-être à un autre parti politique? Quelles sont les motivations? Bon, madame, je vais te donner un exemple. Allez-y. Au niveau de l'Union sacrée, par exemple, vous avez un parti cher à un ministre en fonction qui s'appelle Autre Vision du Congo. Didier Boudimbo? Didier Boudimbo. Ce parti est allié à l'IDPS. Mais il s'est créé après l'existence de l'IDPS. Mais il se nomme Autre Vision du Congo. Ça signifie donc qu'il apporte une nouvelle vision. Et que les visions qui sont là n'ont pas été, en tout cas, partantes par rapport à ça. Mais du coup, il y a aussi un paradoxe du fait que vous créez un parti que vous nommez Autre Vision du Congo. Mais entre-temps, vous venez directement soutenir le président de l'UDPS. Vous sentez que là, il s'agit d'une machination. Il s'agit donc d'ailleurs de la tricherie ou la supercherie même, où on veut tromper la population, on trompe les adhérents, qui a une nouvelle vision. Entre-temps, on vient soutenir la vision qui a déjà existé. Et donc, nous, le problème, c'est quoi? La différence avec ces partis, c'est que nous croyons à notre vision. Et en y croyant, le MDVC. La vision est celle de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Mais vous n'êtes pas quand même le seul parti qui a cette vision. Je ne sais pas si vous en connaissez un autre. Vous êtes journaliste très bien respecté dans le pays. Et donc, sincèrement, cette vision-là, jusqu'à preuve du contraire, c'est une marque déposée du MDVC. Et personne jusque-là n'a cette vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Et cette vision a 5 piliers principaux. Lesquels? À savoir les réformes des politiques publiques de l'État. Madame, il conviendra que les gens comprennent que les politiques publiques que la RDC utilise, elles sont obsolètes, de manière à ce qu'elles ne répondent à aucun besoin réel de la demande interne. Je vais dire quoi par rapport à ça? Nous avons plusieurs institutions que nous avons calquées au modèle peut-être européen. Et nous nous rendons compte que ces institutions, en réalité... C'est parce que vous avez été colonisé par... Bien évidemment, bien évidemment. Et donc, nous ne le sommes plus. Étant donné que nous ne le sommes plus, nous devrions, n'est-ce pas, recadrer ou réaménager les politiques publiques de manière à ce qu'elles puissent répondre aux besoins réels de la RDC. Bien évidemment.
Et donc, voilà un peu le débat. C'est comme ça que nous parlons. Ça, c'est le premier pilier. Le premier pilier. Vous avez parlé de 5 piliers. Les 5 piliers. Le deuxième, il s'agit là de la redistribution juste des richesses nationales. Et vous conviendrez, madame, avec moi, que dans notre pays, il y a un problème sérieux de redistribution des richesses nationales. Ça signifie que les richesses de notre pays ne profitent qu'à une catégorie de personnes. Et au niveau de notre parti, avec le visionnaire, le docteur Justin Moudekereza, on a constaté que la République telle qu'elle est, n'est-ce pas, dans l'ensemble de 100 millions d'habitants, en réalité, ça ne profite pas à tous les citoyens congolais, ça ne profite qu'à une catégorie de personnes. Et ça, vous lisez dans la Constitution, en son article 109, vous allez constater que tous les avantages ont été reconnus aux institutions de la République. Et cela fait qu'aujourd'hui, le budget national est consommé à plus de 70% par les fonctionnement des institutions. Et vous vous rendez compte qu'il ne reste que moins de 20% pour le développement de la République dans toutes les dimensions de ce secteur, que ce soit les infrastructures, l'éducation, n'est-ce pas, la santé, et donc en réalité tous les secteurs sombrent face à des politiciens très riches qui sont riches face à une population pauvre. Et donc le MDVC est intéressé par cette question et pense que si nous voulons avoir en tout cas un Congo pour tous, nous devons redimensionner cette manière de voir les choses. Est-ce que vous pensez que ce sera une tâche facile pour vous? Parce que vous, même si aujourd'hui vous arrivez à être au pouvoir, à avoir la magistrature suprême, il y a quand même des exigences de la Constitution. Bien évidemment, c'est comme ça que quand nous parlons des réformes des politiques publiques de l'État, nous avons plusieurs réformes, parmi lesquelles les réformes constitutionnelles. Et par ricochet, les réformes institutionnelles. C'est pour dire que si nous avons le pouvoir, madame, le docteur Justin Moudekereza, candidat président de la République, investi par le Congrès. C'est votre candidat président lors de prochaines élections? Tout à fait, le seul candidat d'ailleurs à mes propres. Nous allons parler des élections en RDC en décembre selon la constitution du pays, mais allez-y avec le troisième pilier. C'est pour dire d'abord par rapport à cela que nous avons réalisé que cette constitution, et donc pour lui, s'il a le mandat de la population, en tout cas, si on ne lui permet pas de changer cette constitution, il démissionne. Parce que pour nous, au MDVC... C'est facile de le dire, hein? Mais madame, c'est un peu ça. Il y a encore des hommes sur lesquels on peut compter. Un président de la République qui va démissionner. Bien évidemment, madame, comme le... Parlez-nous d'abord du troisième pilier. Troisième pilier de votre parti. Le troisième pilier, il s'agit là du renouvellement et rajeunissement de la classe politique. Là, nous voulons, n'est-ce pas, rompre avec les anciens politiciens qui nous disent qu'ils ont une expérience de 50 ans en politique. Mais lorsque nous analysons, nous évaluons l'apport sur le plan du développement de notre pays dans leur expérience, nous trouvons que c'est du bluff. Donc vous allez faire partir tout le monde, tous les anciens politiciens? Même ceux qui ont travaillé avec Mobutu et Kabila les pères, tout le monde va partir? Madame, moi je suis éleveur. Regardez, la vache, lorsqu'on est en train de la traire, il y a une période pendant laquelle la vache peut donner du lait. Et à une autre période, la vache ne peut plus vous en donner. Et si vous continuez à traire, vous risquez de sortir le sang. Ça signifie qu'il y a des caciques, des anciens politiciens qui ont déjà donné tout ce qu'ils avaient à donner. Et ils n'ont plus rien à donner. Ils n'ont plus rien à donner, madame. Plus rien. Les quatrièmes piliers, les cinquièmes, parce qu'on doit prendre le premier dossier de notre rendez-vous. Les quatrièmes piliers, il s'agit là de la restauration intelligente de l'autorité de l'État. J'insiste. Restauration intelligente de l'autorité de l'État. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ça signifie là que nous sommes conscients des problèmes sérieux de notre pays sur le plan sécuritaire. Et parmi ces problèmes, celui qui domine, c'est quoi? C'est les velléités hégémoniques et expansionnistes de nos voisins, accompagnés par certains politiciens verrés au niveau international. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Le docteur Justin, avec le MDVC, nous pensons qu'il n'est même pas question d'ériger les murs entre nos voisins. Il est seulement question d'avoir une armée républicaine et dissuasive. Par armée républicaine, nous parlons d'une armée désinfiltrée.
Et par armée, le cinquième par pilier, armée, nous, par armée. nous allons revenir sur ce pilier, le quatrième pilier, parce que Et le cinquième? les RDC aujourd'hui, et vous le savez très bien, est agressé dans l'Est. Donc le MDVC peut aussi mettre à contribution ces idées-là pour que, si réellement vous êtes au service de la population congolaise. Donc parlez-nous du cinquième pilier, on va prendre le premier dossier. Il s'agit là de la coopération bi- et multilatérale. Ça signifie que nous voulons adapter la coopération à la hauteur des enjeux, de la géostratégie et à la hauteur de la dimension de notre pays. Et donc, nous refusons de coopérer comme des élèves face aux maîtres. Aujourd'hui, le Rwanda nous met à genoux avec moins de 12 millions d'habitants. Le Rwanda nous met à genoux avec 100 millions d'habitants. Voilà pourquoi nous disons, nous devons refuser cela par une intelligence renouvelée et nous y croyons. Madame, Messieurs, place à présent au premier dossier de notre rendez-vous de la semaine, Info 7, et on se retrouve juste après. Les bourgmestres de la commune de Maloko a été reçu en audience par les PCA de Happy Congo Sarel. Les deux personnalités ont échangé sur le projet de construction de 400 maisons intelligentes. Gabriel Chabani a expliqué l'importance de ces projets et remercie les autorités pour la confiance. Là, on va construire un solaire, on va souffler la courante, maille, la forage, maille au mélango, on reçoit un maille dans le supermarché, gaz. Il y a un moment où fabriquer gaz à partir de déchets, donc on fera des Maloko un projet pilote. Et ça, le chef de l'État, Fatih Béton, merci à notre Télébisso. Vous venez à la ville d'accès à Jean-Philippe Mobile, grand prêtre de Kino, à Télébisso. La construction de cette cité éviterait les conflits fonciers, d'autant plus que Kinshasa est à 80% inhabité, renchérit le PCA de Happy Congo. Donc, Maloko, c'est 80% à Kinshasa. Et ça vite. Alors, pourquoi on a 20% de l'éducation dans le Pamba, dans le tribunal, 80% à projet, à des institutions, dans le Pamba. Au Samba, dans le Pamba, pour rien. Mais au Tiki, vu ma vie, au Linga, au Samba, dans le côté, au Samba, dans la ligne, non, c'est dit, le Samba, à Pamba. Donc, il y a une vie à Maloko. C'est ça. Les bourgmestres de la commune de Maloko, Alexis Mampa, a à son tour salué cette initiative. Merci na chef de l'État, Fatih Béton, et puis na gouverneur na biso Jean-Philippe Ngobila. Vous avez pensé na biso bana Maloko, na ba innovation ya boye. Ngai na vivre yango na kati ya bureau na minute oyo epai ya président Chabani. Nde na bandi ya rideau, vraiment c'est par téléphone. Ezofungwa bino mo bokomona na image. Le numéro 1 de Maloko a profité de l'occasion pour lancer un appel d'unité aux habitants de sa municipalité. Je ne suis pas venu pour des comptes à rendre. Les développements doivent se passer dans l'amour, dans la paix. Rappelons que le patron de Happy Congo avait visité le site avec le conseiller financier du gouverneur de la ville de Kinshasa, Loa Onoko Dikodi, afin de procéder à la prospection de ce terrain. Au cours d'une cérémonie organisée par la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et devant quelques membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités invitées, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a dans son allocution salué l'action du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'a ménagé aucun effort pour matérialiser ce long processus qui a duré pendant plus de 30 ans pour aboutir à la présente loi. Un pas de géant qui vient d'être franchi. Et c'est un grand aboutissement aujourd'hui. Et notre pays s'illustre désormais parmi les pays qui luttent contre la discrimination et la marginalisation des peuples autochtones publics. Il s'agit en réalité du respect de la dignité humaine. C'est ici pour moi de saluer une fois de plus le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort pour matérialiser ce long processus qui a abouti à la présente loi. Le premier des Warriors a par ailleurs souligné la volonté du gouvernement de la République d'accompagner la communauté autochtone pygmée. Je réitère la volonté du gouvernement de la République que je dirige
d'accompagner cette communauté, votre communauté, notre communauté autochtone Pibi, de l'accompagner pour la construction d'un équilibre recherché. Je demande au ministre sectoriel concerné de tout mettre en œuvre pour soutenir sans relâche la feuille de route nationale qui sera déroulée ici tout à l'heure par le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Tour à tour, le secrétaire général aux affaires coutumières ainsi que le représentant de peuple autochtone pygmée ont souligné que cette loi marque une ère nouvelle. Ils ont par ailleurs remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la promulgation de la dite loi. Augustin Bissimo, vous avez suivi là enfin la RDC à une loi en faveur des autochtones et des pygmées. Votre réaction à chaud? Non, mais au niveau du MDVC, nous avons salué le fait que cette loi a cette fois-ci été... longtemps attendue. Absolument, parce qu'en fait, cette population a longtemps été marginalisée, parce qu'il n'y avait pas jusque-là une loi qui était en train, n'est-ce pas, de réglementer leurs avantages ou leur mode de vie. Et cette fois-ci, comme la loi est là, nous pensons que c'est une très bonne chose. Mais nous restons regardants quant à l'application. Parce que notre pays, en tout cas, ce ne sont pas les lois qui nous manquent. On en a assez. On en a beaucoup. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'applicabilité de ces lois. Et là, c'est un problème d'homme. C'est-à-dire on a cessé d'être réellement un État sérieux. Et c'est là que j'insiste, que nous devons en réalité travailler pour refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Parce que lorsque vous analysez très bien les différentes lois que nous avons, les textes, on les a, et les très bons textes, mais malheureusement, il y a les jours et la nuit entre les lois qui existent et l'application réalité de sur ces terrain. lois. Et c'est comme ça que nous disons que mais où se situe le vrai problème dès lors que nous avons des lois mais on n'arrive pas à les appliquer? Non, c'est un problème d'homme. Au-delà de ces problèmes d'hommes. Oui, c'est un problème d'homme. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. C'est ça. Qui fait exécuter la loi? C'est l'homme. C'est les institutions. Mais dès lors que les institutions politiques sont gouvernées par des hommes qui ne comprennent rien de la notion de l'État, eh bien ça pose problème. Qui ne comprennent rien. Ah oui, ça pose problème. Regardez un peu, madame. Nous avons une constitution qu'on appelle loi fondamentale. Mais vous avez suivi quelqu'un parler d'une majorité confortable. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour eux, le combat aujourd'hui, c'est d'avoir une majorité confortable. Quand ils mettent déjà cet adjectif qualificatif, ça signifie qu'actuellement, il y a une autre majorité non confortable. Comment on l'appelle non confortable? Mais tous nous sommes, même vous le MDVC, vous avez l'information que Tshisekedi n'avait pas une majorité. Ah, c'est là le débat. Le débat, c'est là au fait. Mais comment on l'a après élection? C'est là le débat. Ça signifie qu'on s'en fout des textes, on les piétine. Lorsqu'on n'a pas eu la majorité après élection, madame, la roue, on ne l'invente pas. Il y a deux situations qui s'offrent. Et lorsqu'on invente la troisième, eh bien, on fait du forcing et on piétine sur les textes. Vous avez reconnu, madame, vous avez reconnu qu'il n'avait pas eu la majorité. C'est pas qu'on a reconnu, mais c'est la réalité de fait. C'est la réalité de fait. Il n'avait pas une majorité. Mais aujourd'hui, il l'a. Alors, est-ce que tu peux expliquer comme journaliste, c'est très bien reconnu, et apprécié même, je vous l'ai dit au micro, parce que, au plateau évidemment, parce qu'en réalité, il n'est pas possible qu'on puisse avoir la majorité après les élections. Et la manière de l'avoir, madame, il s'agit là d'une corruption. Je l'ai dit sans peur d'être contredit. Je le dirai partout où on peut m'amener. Je dirais qu'il s'agit d'une corruption à ciel ouvert. Et là, il s'agit là de piétiner les textes. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça, madame? Qu'est-ce que vous voulez dire? Lorsque on a été élu et qu'on n'a pas de majorité, on va soit en cohabitation ou en coalition. Voyez-vous? Lorsqu'on ne veut pas la coalition avec ceux qui ont eu la majorité, on va en cohabitation. C'est-à-dire... On a eu le FCC Cash. C'est ce que j'ai dit. Qui n'a pas marché. J'y arrive, madame. Et après, le président a identifié
comment c'était bâti un informateur. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'après avoir constaté que la coalition n'a pas marché, le président de la République a inventé une jurisprudence dangereuse contre notre pays. Je sais de quoi je parle en tant que juriste. C'est-à-dire que... Vous ne parlez pas pour vous, mais vous parlez pour cette population qui en... Bien évidemment. Parce que lorsqu'on invente une troisième voie, d'avoir une majorité sans élection, c'est très dangereux pour notre pays. Et c'est comme ça que j'ai dit, à ce niveau-là, on a piétiné les lois de la République. Aujourd'hui, nous avons une loi, un arrêt ridicule, qui reconnaît, je l'appelle ridicule, ah, absolument, qui reconnaît qu'un député, quoique élu, n'est-ce pas, du MDVC, comme nous sommes en train de préparer les élections, on va en parler, si Augustin Bissimois est élu sur la liste du MDVC, après un temps, il peut changer et dire « je soutiens XY ». Est-ce que vous vous rendez compte, préparé par mon parti politique, la caution payée par mon parti politique, une fois élu, j'ai dit non, je ne suis plus dans ce parti, je soutiens. Nous sommes en train de parler de loi promulguée par le président de la République, mais ça n'a pas quand même commencé avec Félix Tshisekedi. Laissez-moi vous dire comment il m'était réfléchi. Aujourd'hui, lorsque vous parlez du détournement, vous dites, on vous dit, non, quand même, ça a toujours été comme ça. Et si on ne parle pas de limiter, mais parlons de faits. Vous êtes dans ce pays, oui ou non? Vous vivez en RDC, oui ou non? Madame, je suis en RDC. Oui, mais est-ce que cette histoire de ne pas appliquer les lois a commencé avec Tshisekedi? Je suis juriste. En même temps, répondez quand même d'abord. Oui. Je vais vous laisser le temps de parler de dossier. Oui. Mais est-ce que cette histoire de ne pas appliquer les lois promulguées par le président de la République a commencé avec Tshisekedi? Non, madame, je ne réponds pas à pareille question. Parce qu'il y a la musique que je ne chante pas. Il y a une musique que je ne peux pas chanter quoi que vous fassiez. C'est-à-dire, au niveau des limités, ils disent, non, quand même, le détournement a toujours existé dans ce pays. Et ça donne raison d'ailleurs à la dénomination de notre parti, qui parle du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Parce que les changements, on pensait en avoir à l'avènement de Félix Tshisekedi, mais on se rend compte qu'on n'en a pas eu. Parce qu'on continue dans les mêmes pratiques. Qu'est-ce que le changement pour les justifier, on dit, ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. Nous pensions, les changements, c'est la rupture. Et on les fait en un jour? Madame, en un jour? Je ne sais pas comment vous comptez 4 ans. Je ne sais pas si vous pouvez réellement imaginer que... Parce que vous parlez du changement, ok. En un jour, on a ce changement? Non, moi... Ou c'est un processus? Non, moi je pense, madame, que à mesure des grandeurs que nous avons apprises en 3e année primaire, nous ne pouvons pas penser que 4 ans deviennent comparables à un jour. Non, madame, parce que même les enfants, par exemple, mes enfants qui aiment suivre Congo Web, qui sont à l'école primaire, vont penser qu'on a déformé la science, madame. On ne peut pas commencer à comparer 4 ans à un jour. Madame, on a un mandat de 5 ans. Pourquoi le législateur a pensé qu'il faut un mandat de 5 ans? C'est parce qu'il a réellement estimé qu'en 5 ans, on peut faire grand-chose. Le DVC peut tout changer en 5 ans? Je n'ai pas parlé de tout changer. Mais je suis au niveau où les gens disent ça n'a pas commencé avec Tshisekedi, donc ça a raison d'être. Vous vous rendez compte, madame? Ça n'a pas commencé avec Tshisekedi, donc ça a raison d'être. C'est ce qu'on veut dire, on veut faire croire à la population. Sinon, lorsqu'on pense qu'un régime devrait partir, c'est parce qu'il y a ce que le régime n'a pas réussi à faire. Mais quand un régime arrive et qu'il justifie, n'est-ce pas, ses bavures dans le fait que ça a été fait par les prédécesseurs, donc ça devient normal, eh bien madame, je ne sais pas, on se retrouve où? Je ne sais pas, on est dans quel pays? Le MDVC, 3 ans déjà que vous existez. Félix Tshisekedi arrive, on a d'un côté Joseph Kabila Kabange. Si vous est demandé de voir un peu la gestion du régime Kabila et la gestion de Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population? La population et le MDVC fait partie de cette population qui a mis de côté ce régime, ok, et qui a estimé qu'il faudrait un changement. Mais après élection, on se rend compte que le changement n'est pas venu. C'est comme ça que la population... C'est qu'elle n'a rien fait. C'est comme ça que la population se bat pour le vrai changement.
Non, mais parce qu'on estime... Soyez sincères. Vous êtes population, soyez sincères. Tshisekedi n'a rien fait depuis qu'il est là. Non, je ne peux pas affirmer qu'il n'a rien fait. Non, il a fait quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait quelque chose, mais pour nous, ce n'est pas significatif par rapport au mandat qu'il a eu de 5 ans. Vous vous rendez compte? Parce que, au fait, lorsque je salue en passant, le fait qu'il est venu, en réalité, donner la place à la gratuité. Ces programmes avaient déjà existé, mais il a formalisé, il a généralisé. Parce que lorsque Kabila était au pouvoir, la gratuité était sélective. C'était fait, n'est-ce pas, dans certaines provinces. Parce qu'on voulait y aller par palier. Mais Tshisekedi est venu, en réalité, généraliser cela sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, là, nous disons qu'il a fait quelque chose, mais qui n'est pas significatif par rapport à ça, parce qu'il se pose un problème de suivi et de matérialisation, de manière à ce que ça réponde aux besoins réels de la demande. Et à quel niveau vous n'êtes pas du tout vraiment d'accord avec Tshisekedi? Non, si le plan de la gouvernance, en tout cas, sur 10, ils ont 2 sur 10. 2 sur 10. La gouvernance sécuritaire, madame. La gouvernance sociale, on va y arriver. La gouvernance, et donc sur tous les plans éthiques, partout c'est franchement zéro. Regardez sur le plan infrastructure. Et donc à ce niveau-là, madame, avez-vous déjà vu dans ce pays que chaque année il y a grève à l'université et à l'école primaire? C'est seulement sous le règne de Tshisekedi que vous avez grève chaque année. Et ça, c'est extrêmement grave et dangereux. Sous le règne de Tshisekedi, on a grève chaque année. Ah, bien évidemment. Bien évidemment. Allez vérifier. Et ça, c'est dangereux. Ça a même de l'influence négative sur... C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a eu une liberté d'expression que tout le monde se permet quand même de s'exprimer, d'aller en grève, parce que c'est aussi... C'est un droit reconnu aux travailleurs. Non, mais c'est pas ça, madame. La raison, c'est quoi? La raison, c'est parce qu'il y a un taux très élevé de détournement des deniers publics. Et vous, journalistes, à tout moment... le travail de l'IGF. J'y arrive. Et vous, madame, vous, journalistes, à tout moment qu'il y a détournement, vous informez. Parce que c'est de votre droit. Et quand vous informez, les autres qui serrent les ceintures se disent, ah bon, on nous dit de serrer les ceintures, entre-temps, il y a des millions qui se perdent comme ça. Eh bien, nous revendiquons aussi l'amélioration de nos conditions de travail, ce qui est légitime. Et donc, le problème, c'est qu'il y a des détournements en cascade aujourd'hui. Ce qui fait que... Ah oui, ce qui n'était pas le cas 18 ans passés. J'estime que ça... En tout cas, ça a débordé comme pas possible. Ah, donc oui, ça a débordé. On détourne plus malgré le travail que l'IGF est en train de faire. Mais oui, mais madame, l'IGF, regardez ce que fait l'IGF, que je salue d'ailleurs en passant. L'IGF n'est pas dans les cuisines des hommes du régime. L'IGF avait bien commencé parce qu'il devait finir dans le passé et traquer ceux du régime passé. Non, mais tu sais que lui-même avait dit qu'on ne va pas finir dans les passés, non? Ah, malheureusement. Ah, c'est ça un peu le problème. Et ce qui fait que l'IGF a eu à comprendre qu'il fallait traquer. Parce qu'à un moment, c'est qu'il a dit qu'il faut déboulonner. Et il mais déclare, on ne va pas fouiner dans les passés. Il ne déclare que lorsqu'il est à l'extérieur du pays. Et donc ça, il avait déclaré. Et l'IGF a travaillé, mais malheureusement, voici le problème de l'IGF. L'IGF mène des enquêtes. L'IGF n'a pas le pouvoir de sanction. L'IGF, après les enquêtes, il rend public les rapports. Et ces rapports, il les donne à qui des droits? La justice. La justice. La justice arrête. Au bout de 2 mois, 1 mois, le président libère. C'est le président qui libère? Bien évidemment. C'est le président qui libère, c'est la justice qui fait son travail. Madame, les lois... Vous avez des preuves que c'est le président qui libère. Je suis juriste. Les lois sont dites au nom du président de la République, oui ou non? Et les arrêts sont rendus au nom du président de la République. Je suis ravi que vous soyez d'accord. Et donc c'est pour dire qu'il est le seul, il est le garant des bons fonctionnements des institutions. C'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs même, il n'a jamais fait l'armée. Mais on l'appelle commandant suprême des forces armées et de la sécurité. Pourquoi? C'est parce qu'au fait, il s'agit là d'une haute institution parmi les 4 que nous avons. Mais ce n'est pas dire qu'il est d'office celui qui donne des instructions à la justice, parce que quand vous dites que c'est le président qui libère, la population risque de croire que c'est Tshisekedi qui donne des injonctions à la justice. Alors qu'il ne cesse de le dire que la justice est indépendante. Et ce qui fait qu'il y a un échec sur ce plan-là.
est-ce que nous allons noter que si les années passées, il y avait un problème au niveau de la justice et qu'aujourd'hui, on n'est pas résolu cela, on va continuer à dire qu'on ne peut pas donner les injonctions. Les ministres de la Justice, madame, n'est-elle pas de l'IDPS? Comment allons-nous l'évaluer? Comment? C'est à travers ce que fait la justice. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, bien évidemment. Elle n'est pas de l'UDPS, elle vient de CAFCO. Non, madame, je sais de quoi je parle. Rose Mutombo est de CAFCO. Nous savons tous qu'elle vient de CAFCO. Non, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Madame et messieurs, prenons à présent le deuxième dossier de notre rendez-vous. On se retrouve juste après. Il a démarré son mandat avec beaucoup de difficultés. Il y a de cela 2 ans qu'il a la plénitude de l'exercice du pouvoir. Vous voyez ce qu'il a fait en 3 ans. Et c'est quand même un exploit. La plupart des avenues sont en train d'être reconstruites. Vous avez la gratuité, vous avez l'eau qui commence à circuler, vous avez l'électricité avec les barrages des Zongo où on vient d'acheter des moteurs pour que ça puisse continuer à marcher. Vous avez le paiement des salaires des fonctionnaires, des militaires enseignants à temps. Et c'est ce qui a manqué pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, ces choses faites. Nous disons que pour qu'il puisse exercer son deuxième mandat, il a besoin de la majorité. La majorité parlementaire. C'est ainsi que nous exhortons nos militants, nos cadres à serrer le coude pour que nous parvenions à cet objectif où le président sera élu, où il pourra exercer son pouvoir avec la majorité parlementaire suffisante et confortable. Et Lenguesa, nous nous sommes battus pendant longtemps. Rappelez-vous, c'était devenu une rivière où toute la tuyauterie était foutue. Il y avait des fuites d'eau partout et nous avons colmaté tout en promettant au peuple de Makala, de Bumbu, de Selemba, au 15 jours, et Lenguesa sera construit. Aujourd'hui, chose faite, c'est par rapport aux efforts que nous avons faits pour sensibiliser l'autorité, non seulement politique, mais administrative, de pouvoir s'occuper de cet avenir. Et nous remercions la coopération internationale qui a donné des moyens pour que cet avenir soit construit. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que les travaux vont finir parce que la francophonie est là. Et la France a contribué aussi pour la construction de cet avenir. Donc c'est un exploit pour nous, les habitants de Makala, de Kalam, Selemba, Obumbu, Kassavubu, que nous puissions avoir cette artère principale qui va relier les parallèles de l'avenue universitaire vers Bypass. Avec lui-même en blanc, tenue recommandée par lui pour la circonstance, la procession sous la conduite de Augustin Kabouya rejoint l'esplanade du siège du parti vers 16 h. Ici, les milliers de militantes et militants sont rassemblés pour la fête de 41 ans d'existence de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Tantôt au rythme des Bayouda Kadioyo, mais aussi à celui de la star Watanabe et Didier Lacoste, l'ambiance est bien à la hauteur de l'événement. En chair, l'exorde du discours du secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, dévoile des hommages aux vaillants pères fondateurs sur un ton nostalgique. Un déroulé qui met en évidence les afflictions des combattants de l'état des droits au parcours jusqu'à donner la mort à plusieurs, raison pour laquelle Augustin Kabouya va demander à l'assistance d'observer une minute de silence. Merci. Il a fallu attendre 37 ans pour que l'UDPS accéda au pouvoir à travers l'élection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Son parti lui reconnaît à travers cette célébration le mérite d'avoir posé des bases pour sortir le pays du gouffre. Arrivé à ce stade de notre parcours, c'est-à-dire 4 ans d'exercice de pouvoir et à quelques mois des échéances de notre premier mandat, l'UDPS se doit de féliciter le président de la République, chef de l'État, pour toutes les actions courageuses qu'il a menées et qu'il continue de mener en vue de tirer notre pays du gouffre où il a été plongé pendant plus de 60 ans. Sans vouloir être exhaustif dans leur énumération, nous en citerons quelques-unes parmi les plus saillantes. Nous saluons la paix des cœurs et la paix sociale ressentie par les Congolais, contents d'avoir pour berger un de leurs, c'est-à-dire un Congolais comme eux, dans cette paix retrouvée, chacun
à l'attitude de circuler partout librement dans la quiétude. Sur le plan sécuritaire, hormis quelques poches résiduelles dans l'est du pays, la paix, la sérénité et la concorde nationale règnent sur l'ensemble du territoire national. Face à ces évidences, Monabouté et les siens ne trouvent pas d'autre choix que de s'engager notamment à travers l'enrôlement massif pour la réélection de leur champion Fachi. Nous, UDPS, nous proclamons notre adhésion indéfectible et notre soutien aux actions du chef de l'État et du gouvernement. Grâce notamment au leadership savant d'un fils idéologique du Sphinx, Augustin Kabouya, devenu secrétaire général FUL après avoir gravi tous les échelons au parti. Bonne fête à nous tous. « 41 ans aujourd'hui depuis l'existence de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Augustin Bissimois, votre analyse de ces années de lutte de l'UDPS? Bien, je voudrais d'abord saluer ici cet anniversaire d'un parti politique en réalité qui a beaucoup donné dans ce pays. Beaucoup, pourquoi? Parce que ce parti s'était battu pendant très longtemps pour la liberté, 37 ans, pour la liberté, pour la démocratie, pour la bonne gouvernance et pour un état de droit. Et donc nous saluons tous qui sont tombés sur les champs de ces combats-là, nous saluons leur mémoire et cependant, nous regrettons le fait que leur combat est tombé dans l'eau. Et c'est dangereux. Les 37 ans. Oui, les 37 ans. Je pense que les 41 ans d'anniversaire de l'UDPS, ça devrait profiter à ces cadres de faire une certaine analyse des faits sur, n'est-ce pas, une certaine évaluation depuis qu'ils ont le pouvoir et les combats qu'ils avaient menés. Malheureusement, en suivant Augustin Kabouya, je constate qu'ils ont raté de l'occasion de faire une analyse sérieuse et profonde de manière à recadrer les tirs. Je sens dans son discours qu'il énerve carrément l'Est de la République. Il énerve l'Est? Bien évidemment. Vous savez, lorsque Kabouya dit que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national, je mets tout le monde, n'est-ce pas, au défi que l'UDPS nous explique aujourd'hui si la partie Est en proie aujourd'hui de l'ennemi ne figure plus parmi la RDC dont il est en train de parler. Madame quand il parle de la paix sur toute l'étendue de la RDC, il oublie la situation de l'Est. J'ai fait un peu du français, madame. Il dit toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire sans exception. Pendant ce temps, nous, on nous fait croire qu'il y a la guerre, mais les autres sont en train, n'est-ce pas, de se féliciter qu'il y a la paix qui règne sur toute l'étendue du territoire national. Bon, il ne le dit pas par rapport, peut-être aujourd'hui, on peut quand même dormir. Vous savez bien qu'à un moment, on ne pouvait pas dormir et s'élever. Bon, oui, c'est ce que j'ai dit, madame. C'est ce que j'ai dit, qu'ils ont une conception par rapport à la RDC que nous connaissons. Dans sa dimension, n'est-ce pas, de 2 345 410 km², selon le MDVC, mais nous sentons que eux, les amis de l'UDPS, ils ont déjà une nouvelle configuration. C'est comme ça, d'ailleurs, je suis en train maintenant de comprendre pourquoi le président avait dit aux groupes armés que ça ne sert à rien de se battre pour les petites terres. En suivant Kabouya, je comprends sincèrement. Et comment vous avez compris ces propos-là du président de la République? Quand il dit ça ne sert à rien de se battre pour des petites terres. Il ajoute en disant que c'est l'EAC qui désormais sera notre pays. Vous vous rendez compte? Ces discours démobilisent. Mais répondez d'abord, comment vous avez compris ces propos-là? Non, c'était malencontreux. C'était des propos ridicules. C'est pas parce que vous les sortez du contexte? Mettez-les dans le contexte, madame. Mettez-les au profit des milliers de téléspectateurs. On accuse l'opposition généralement de prendre juste un peu des mots qui fâchent pour essayer de les analyser autrement. C'est comme si c'est aussi votre cas. Cette émission, je la reconnais aussi un caractère pédagogique, madame. J'accepte qu'il est possible qu'il soit sorti du contexte. Je vous donne, madame, quelques secondes, ce n'est pas moi qui ai les polices du débat,
Si c'est vous qui avez sorti ça. Oui. Voilà pourquoi je ne veux pas que vous désorientez peut-être la population. Au profit de la population, madame, voudriez-vous remettre ces propos dans leur contexte? C'est moi qui pose des questions. Donc c'est pour dire sincèrement que Augustin Kabouya a raté l'occasion de cette ère en disant que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national. Il dit encore une fois qu'on peut déjà dormir calmement. Et donc, la population de Kibumba, de Bunagana, qui est en train de fuir et qui dort dans des... Il n'y a même pas de bâches. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de bâches, madame. Vous fuyez avec toute la famille. Vous prenez les sacs. Vous voyez les sacs de foufou là. C'est ce que l'on utilise pour créer la maison. Et la dame prend ses pagnes pour construire la maison dans laquelle la famille va dormir. C'est ce qui se passe, madame. Oui, madame, nous sommes... Ce sont des photos... Madame, je suis de l'Est, précisément du Sud Kivu. Et au-delà de ça, notre parti est implanté dans 20 provinces. Nous avons des données. Au-delà de ça, je viens de la société civile où j'ai encore beaucoup de collaborateurs dedans. Et donc, madame, vous avez des collaborateurs dans la société? Bien évidemment, parce qu'on a travaillé avec eux pendant beaucoup de temps. Et donc, c'est pour vous dire que ça énerve. Je comprends aussi, lorsque Alingeti avait dit à l'extérieur du pays que non, il n'y a pas de la guerre à l'Est, il s'agit d'ailleurs de plus de 20 km. Donc, vous sentez que la volonté de mettre fin à cette guerre, en réalité, il n'y en a pas, parce qu'il y en a qui estiment qu'ils sont dans l'autosatisfaction, il y en a qui estiment qu'on dort calmement, mais entre-temps, l'Est aujourd'hui... Mais madame, comment on peut estimer que la paix règne sur toute l'étendue et faire venir l'armée extérieure? Donc, vous mobilisez 6 pays à vous amener leur armée. Entre-temps, un parti au pouvoir déclare, pendant son anniversaire, que la paix règne sur toute l'étendue du territoire. Mon Dieu. Il n'y a que ces propos. Non, madame, ça fait pleurer. Ça fait pleurer, je te dis. Sincèrement, avoir un tel pouvoir, ça fait très mal aux yeux. Vous êtes déçu par l'UDPS? Pas seulement déçu, mais je pense sincèrement que je suis également énervé. Et je crois que la population est en train de comprendre, et beaucoup plus la population de l'Est comprend qu'elle est beaucoup abandonnée par un parti au pouvoir. Malgré les efforts que le président de la République est en train de fournir, les efforts qui sont applaudis par certaines personnes. Kabouya a dit que le président est en train de sortir le pays du gouffre. Madame, qui nous a amenés dans l'EAC? Et qu'est-ce que nous sommes allés y faire? On nous parle de la coopération, tout ça, échange. Madame, nous allons échanger quoi avec les autres? Parce que nous produisons quoi? On doit cesser l'amateurisme. Lorsque nous parlons État, soyons sérieux. Et donc, madame, à l'EAC, nous y sommes comment? Parce que nous sommes de l'Afrique centrale. Regardez la carte géographique de l'Afrique. Mais comment est-ce que le fait seulement qu'on soit voisin à certains pays, ça nous permet, ça nous donne le droit d'aller adhérer dans leur organisation? Or, nous connaissons que les membres de cette organisation, les membres de cette organisation sont ceux-là qui ont toujours des velléités hégémoniques et expansionnistes. Et donc, nous sommes allés leur donner, n'est-ce pas, l'occasion de matérialiser leur plan. Mais que pensez-vous de ces personnes-là qui ont applaudi Félix-Antoine Tshisekedi lorsqu'il a amené la RDC dans cette organisation? Mais non, madame, c'est des flatteurs. C'est des flatteurs. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les gens, pour des raisons de billets verts, comme l'Union sacrée aujourd'hui, c'est vraiment un distributeur. Même certains hommes d'affaires. C'est un distributeur. Parce qu'il y a eu même des hommes d'affaires qui ont applaudi. L'Union sacrée, c'est un distributeur, en tout cas, qui évolue très bien en termes de billets verts. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui... Oui, mais la philosophie, c'est d'appauvrir la population pour avoir tout le monde derrière les billets verts. C'est le peuple d'abord. Je vous le concède. Je vous le concède, vous avez des voisins. Vous êtes journaliste aussi d'investigation. Posez la question à ses voisins avec votre micro-baladeur. Je peux nous vous accompagner. Posez la question, peuple d'abord. Est-ce que réellement ils se sont retrouvés dans ce régime? C'est la population qui répondra. Ça, c'est pas à moi de répondre. Mais madame, je dois vous dire sincèrement que c'est dangereux et extrêmement dangereux avec un régime comme celui-ci.
Madame, Messieurs, place au troisième dossier. Nous allons parler de la justice en République démocratique du Congo. Ces points de presse du président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice faisaient suite notamment à son communiqué 07 du 13 février 2023, dans lequel il reprochait à l'ancien Premier ministre, le sénateur Matata Ponyo, de s'être engagé sur la voie des diffamations envers le membre du cabinet du ministre des Finances, qu'il a accusé de lui avoir exigé la rétrocommission de 20% avant le paiement de la dette de la société dont il est PCA, Congo Challenge. Parce que n'ayant pas pu transmettre au ministère des Finances les identités des personnes accusées de l'avoir contacté et exigé 20% de rétrocommission, n'ayant même pas annoncé ou pris l'engagement de les transmettre à la justice, il se dégage une conclusion telle que le sénateur s'était engagé dans une logique tout simplement de diffamation. La CAJ s'est aussi intéressée au dossier de la non-homologation des stades de martyrs à Kinshasa et Kibasa Maliba à Lubumbashi comme deuxième point du point de presse. Cette association congolaise a à cet effet demandé au procureur près la Cour des comptes et à l'inspecteur général des finances de diligenter un audit financier et technique. Nous nous sommes rendus compte que le trésor public a effectivement débloqué plusieurs sommes d'argent, des millions, en termes de millions, depuis plus de 2 ans, pour faire rénover les stades des martyrs. Que ces sommes d'argent ont servi à résoudre les problèmes des individus au lieu d'être affectés à la rénovation des 10 stades. Au vu de l'ensemble des indices de détournement que nous possédons à ces jours, nous avons demandé carrément, nous avons d'abord dénoncé ces faits, les comportements de ces Congolais, tous qui sont dans la chaîne, qui a permis de faire détourner les sommes d'argent, beaucoup d'argent. Et nous avons demandé au procureur près la Cour des comptes, ainsi qu'à l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, de diligenter rapidement un audit financier, mais aussi technique. Parmi les alternatives, la CAJ, par la bouche de son président Georges Kapiamba, propose la création d'un établissement public en charge de gestion des stades. Créée le 12 septembre 2011, la CAJ, une organisation non gouvernementale, reste attachée à ses objectifs, dont notamment la lutte contre l'impunité, la corruption et les crimes économiques. Restauration de l'appareil judiciaire congolais, c'est dans ce cadre que le procureur général près la Cour de cassation a tenu une réunion importante, technique, avec tous les hauts magistrats de son office. Au cours de ces échanges, Firmin Vondé Mambou a d'entrée de jeu martelé sur l'excellence qui doit caractériser le magistrat de son office, aussi bien dans leur milieu de travail que dans leur vie privée. À l'issue de cette rencontre, l'avocat général faisant la restitution de cette réunion est revenu sur les différents points abordés par le procureur général pour la Cour de cassation. Nous avons eu à bénéficier de beaucoup de conseils de M. le procureur général près la Cour de cassation. Les activités judiciaires, les inspections que nous allons d'ici là entamer au niveau de toutes les institutions, les offices inférieurs, c'est un moment académique pour ce magistrat. Nous voudrions, selon M. le procureur général, à travers son speech, à travers toute l'intervention, nous voudrions que sa vision, la façon dont il entend diriger cet office pendant son avènement, que tout le parquet généraux et tout le parquet des grandes instances, même le parquet près les tribunaux de paix, dans leur comportement, que tout converge à sa personne selon sa volonté, la manière dont il entend diriger son office et les offices inférieurs.
Par ailleurs, le procureur général près la Cour de cassation a, face à ses interlocuteurs, abordé la question liée à l'état de santé de magistrats. Firmin Vondé Mambou à ces sujets promis de s'impliquer pour trouver une institution médicale capable de le prendre en charge. La question relative aux primes des grandes activités judiciaires exercées au niveau du parquet par le magistrat a été également passée au peigne fin. Augustin Bissimo, vous êtes juriste. Vous avez suivi ces ping-pong entre Matata Mponyo et les ministres de Finances? Vous avez suivi? Bien évidemment, sur les paiements, c'est pas moi tout ça. Comment est-ce que vous avez vu ces jeux-là entre ces deux personnalités? Bon, c'est ce que je disais, qu'il y a de la honte dans notre pays lorsque les personnalités n'arrivent pas à comprendre ce qu'on appelle les hommes d'État. Parce que nous avons beaucoup plus intégré la notion du militantisme que la notion des hommes d'État. Parce que quand on est homme d'État, on s'en tient, n'est-ce pas, à la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est les textes. Alors, qu'est-ce que Matata réclame? Il se dégage que sa société avait gagné le marché et elle avait même exécuté, mais jusque-là, elle n'a pas été payée. Et lorsque quelqu'un réclame le paiement, du coup, les ministres ou les cabinets du ministre dit qu'il va les traduire en justice. C'est ça les débats. Mais lorsqu'il va loin et dire qu'on a demandé 20%, si je ne me trompe pas, et vous êtes juriste, on demande d'amener des preuves et vous n'amenez pas des preuves. Non, on amène les preuves à qui? Les preuves, on les amène là où on en a besoin. C'est-à-dire que si les cabinets estiment qu'il a été lésé, en ce moment-là, il peut saisir la justice. Et il reviendra maintenant à la justice de demander ses preuves. Et si Matata ne les aura pas au niveau de la justice, en ce moment-là, on va dire que mais il ne revient pas au cabinet de dire donnez-nous les preuves. Mais la CAJ affirme que Matata Mponyo est dans une logique de diffamation. Je ne suis pas dans ce débat. Je concède à CAJ parce qu'il faut aussi comprendre que certaines organisations roulent pour... mais je crois sincèrement qu'il revient au stade actuel à ceux qui pensent qu'ils ont été lésés de saisir la justice. Même quand bien même ils pensent qu'il y a diffamation, c'est aussi une infraction. Alors il faut que ceux qui pensent qu'il y en a, d'aller les prouver devant la justice. Mais nous savons quand même comment ça se passe dans ces pays, non? Si quelqu'un a des documents, même en tant que politicien, comme ça se passe, on allait déjà voir ces documents même sur la toile. Non, ça dépend. Il y a des militants et des hommes d'État. C'est comme ça qu'au niveau de notre parti, le MDVC, nous avons créé une école de formation des cadres politico-administratifs. Le souci, c'est de produire les hommes d'État. Parce que depuis un temps, on n'en a plus dans ce pays. Nous n'avons que des militants. Vous quittez les partis. Est-ce que vous êtes déjà en train de faire ce travail? Bien évidemment. Et qu'est-ce que vous faites? Nous venions de former déjà 3 promotions. 3 promotions déjà depuis qu'on a commencé. Et c'est des gens qui acquièrent des notions importantes d'éthique, de gouvernance. C'est beaucoup de choses par rapport à la bonne gouvernance. Et donc, d'où viennent le moyen? Non, mais les partis vivent des cotisations de ses membres. Nous avons des cadres importants, des cadres qui ont compris qu'il importe de travailler dur pour la refondation de l'État et ils se cotisent. Et c'est comme ça qu'on a des moyens. Et pour former, il ne suffit pas aussi d'avoir beaucoup de moyens, il faut mettre de l'intelligence. C'est-à-dire qu'au sein du parti, lorsque vous avez des gens qui ont fait par exemple le droit, vous avez ce qui ont fait par exemple les Français, vous avez ce qui ont fait la géographie économique, eh bien, ces cadres-là qui ont fait la géographie économique va apprendre aux autres la géographie économique. Et lorsqu'il finit son cours, il s'assoit, il apprend aussi les droits publics, par exemple, qui réglementent, n'est-ce pas, la vie sociétale. Donc, voilà un peu ce que je pense par rapport à ça. Et donc, je pense sincèrement qu'il revient à ce qui estiment qu'ils ont été lésés, de saisir la justice, et que si la justice va demander ses preuves, et que Matata ne les a pas, en ce moment-là, la justice fera son travail. Mais vous connaissez déjà quand même que Matata Mponyo a des soucis avec la justice. Comment? Vous êtes quand même au courant que Matata Mponyo a des soucis avec la justice autour du projet Bukangalouz. Oui, mais ça, je suis au courant. Je suis au courant de cela. Et
il revient à la justice de faire son travail. Ce n'est pas à nous de supputer sur un dossier. Non, vous, en tant que politicien, les dossiers Boukangalonzo, certainement, je ne suis pas sûre si vous vous êtes déjà prononcé, mais comment est-ce que vous voyez la démarche de la justice dans ce dossier? Non, le problème, c'est que nous sommes au niveau où il y a eu sincèrement un projet ambitieux qui devrait sortir ce pays, n'est-ce pas, du marasme économique. Mais il se dégage que les réalités sont là en face, c'est que le projet n'a pas marché. Et beaucoup de millions de dollars ont été investis et ils ont été perdus comme ça. Là où nous partageons, n'est-ce pas, l'avis, c'est que nous sommes de ceux qui pensent qu'il importe que l'État, n'est-ce pas, rentre dans ses droits. C'est-à-dire qu'une vérité éclate pour savoir comment on a pu gérer ces millions. Au niveau du MDVC, en tant qu'un parti légaliste et respectueux des valeurs, nous sommes de ceux qui croient qu'il est important d'en savoir plus. Mais de l'autre côté, nous réalisons, que nous avons comment dirais-je, une constitution muette qui piège la République, à quel niveau qui a été taillée sur mesure, de manière à ce qu'aujourd'hui, la constitution n'arrive pas à démontrer comment est-ce qu'on peut juger les anciens premiers ministres et les anciens présidents. Et donc, ça a été conçu pas à la hauteur et aux besoins, n'est-ce pas, de la République, mais à la hauteur et aux besoins des individus. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés. Et là, Matata est en train de s'en prévaloir. Et vous n'allez pas inventer la roue. La Constitution est claire par rapport à ça. C'est-à-dire, on a juste que la fin... Vous êtes de même avis de ceux-là qui pensent que Matata ne peut pas être jugé? Il n'y a pas d'institution. Matata peut être jugé, mais en tant qu'ancien Premier ministre, jusque-là, il n'y a pas d'institution qui peut le gérer, qui peut le juger plutôt. Il n'y a pas une juridiction. Et c'est ça le danger. Et dans ces cas, qu'est-ce que le pays doit faire? Qu'est-ce que l'État congolais doit faire? Mais c'est ce que j'ai dit. Doit expliquer. Oui, vous avez dit que la Constitution est muette. En ce qui concerne les anciens premiers ministres et puis le président de la République. Et maintenant qu'il y a de faits, vous êtes juriste. Mais non, on ne peut pas inventer. C'est ce que j'ai dit. Donc, il reste comme ça, il ne doit pas des explications à lorsque la loi est muette, on recourt à la jurisprudence. Mais il se dégage aussi qu'il n'y a aucune jurisprudence par rapport à ça. Maintenant, on fait quoi? Il n'y en a pas. C'est-à-dire la jurisprudence nous permet de recourir, n'est-ce pas, à une théorie qui a permis à ce que l'on juge un cas lorsque la loi était muette. Mais par rapport à ça, on n'a jamais eu un autre ancien Premier ministre qui a été jugé dans pareil cas de figure. Mais on peut commencer avec lui. On va inventer, c'est ça ce que j'ai dit, inventer. Ça sera violer la loi. Ça sera violer la Constitution. Et comme on ne peut pas violer la Constitution, qu'est-ce qui doit être fait? Mais non, l'État a perdu. L'État a perdu. On laisse Matata en pognon? L'État a perdu. C'est ça ce qu'il faut retenir par rapport à ça. Et c'est comme ça que nous pensons qu'au lieu de rester, n'est-ce pas, en train de supputer sur des situations, il importe d'aller au-delà. Parce que nous, le MDVC, nous avons comme symbole l'aigle. Et l'aigle voit au-delà des autres oiseaux. Non, aller au-delà, c'est-à-dire aller au-delà signifie procéder aux réformes, n'est-ce pas, constitutionnelles, pour que nous puissions régler les problèmes qui n'ont pas été réglés dans la Constitution. Parce que maintenant, nous sommes rattrapés par n'est-ce pas, cette situation, par l'histoire. Le stade de Martyr et le stade de Kibassa ne sont pas homologués par la CAF et la CAF est en train de proposer la création d'une structure de gestion de stade. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, mais le problème, c'est quoi, madame? Même si on créait, il a déploré le fait que des millions soient été, n'est-ce pas, débloqués et que jusque-là, nous soyons ridiculisés. À des intérêts individuels, comme il a dit. Et qu'aujourd'hui, on soit ridiculisé du fait qu'aucun stade n'est homologué. Et le seul homologué, c'est celui de Mazembe. Et qu'on refuse d'y jouer. Vous vous rendez compte où est-ce que nous sommes entrés dans la méchanceté de l'homme? Et donc, c'est pour dire qu'au-delà de ce que propose la CAGE, de pouvoir créer un établissement de gestion, il importe d'abord de travailler sur l'homme. Parce que le problème, ce n'est pas l'établissement. Le problème, c'est les hommes. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un régime qui tremble face à l'argent. Un régime qui tremble face à l'argent. Ah, bien évidemment. Qui tremble, qui ne résiste pas. Il suffit de voir les billets verts. Ils sont dans la course d'enrichissement illicite. Ils sont dans la course des millions. On s'est dit, nous avons été avec tel pendant 37 ans. Lui, dans 4 ans, il est déjà millionnaire. Et Bongongai. Vous avez des preuves de millionnaires?
Non, mais je ne sais pas si vous avez cité un seul. Le président avait dit qu'il va se battre pour qu'il puisse créer des millionnaires. Oui, là, c'est légalement créer des millionnaires, mais vous parlez de détournement. Il l'avait dit. Vous parlez de détournement. Ah oui. C'est aussi peut-être un moyen. Je parle, le seul moyen. Des preuves qu'il y a des détournements qui ont fait des millionnaires. La CAJ l'a dit ici. La CAJ l'a dit. Et il a demandé qu'il y ait des enquêtes. La CAJ a parlé de détournement et non pas dire qu'il y a eu des millionnaires déjà. Les détournements des millions, madame, créent quoi? On a l'impression que vous avez quelque chose contre si vous détournez des millions et que vous les gardez sur vous, vous devenez qui? C'est pas millionnaire. Voilà pourquoi on vous pose la question de savoir vous devenez millionnaire. Est-ce que vous voulez me demander si j'ai des preuves de cet habit à cage? Non, les preuves. Oui, parce que vous avez fait passer ça. C'est que vous êtes en train. La preuve, c'est que vous avez la vidéo. Vous avez la vidéo, là où la CAJ a tenu, n'est-ce pas, son point de presse. En parlant des détournements, mais pas des millionnaires dans les détournements. Merci beaucoup, madame, monsieur. Prenons ce dossier. Comment apporter la paix et la sécurité en Afrique centrale? C'est à cette question que les participants au 6e séminaire régional sur la paix et la sécurité en Afrique centrale tentent de répondre. Ces auditeurs, au nombre de 158 venus de la RDC, du Congo-Brazzaville, de la RCA et de l'Angola, vont enrichir leurs connaissances. Les causes de l'insécurité constituent le module de leur formation. Ainsi, le thématique porte sur la circulation incontrôlée des armes légères et des petits calibres, le grand banditisme, la piraterie maritime, l'extrémisme violent, l'échec des efforts des traités de paix. Intervenant à cette cérémonie, le ministre de la Défense nationale et président statutaire du conseil d'administration du Collège des hautes études des stratégies de défense a renseigné que ce séminaire se tient au moment où le gouvernement congolais vient de publier la nouvelle politique de défense nationale. Le présent séminaire se tient aussi au moment où le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de publier le document de sa politique de défense. L'ouvrage constituera, sans nul doute, un support important au débat des séminaristes. Je souhaite, je les exhorte à s'en servir au mieux pour l'élaboration des stratégies idoines de sécurisation et de pacification de notre pays. En présence du Premier ministre, le chef d'état-major général a par ailleurs inscrit ces séminaires dans le contexte de l'insécurité à l'est de la RDC. Pour lui, à l'issue de ces assises, la RDC trouvera des éléments de réponse sur le terrorisme et l'occupation illégale et injuste dans sa partie est. La veille de l'Assemblée générale annuelle des chefs d'État de l'Union africaine, Addis Abeba abrite ce vendredi un important mini-sommet spécial consacré à la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit en fait d'un sommet de 8 chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est élargi à la République d'Angola. Ce format avait été décidé à l'issue du dernier sommet extraordinaire de la East African Community tenu à Bujumbura le 4 février dernier. Tous les 8 chefs d'État ont répondu présents, excepté le président Salva Kiir du Sud du Soudan et Yoweri Museveni de l'Ouganda représentés au niveau ministériel. 2 allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture. D'abord, Joao Lourenço en sa qualité de médiateur désigné de l'Union africaine et puis Évariste Ndayishimiye, le président en exercice de la East African Community. Les 2 chefs d'État ont reconnu que la situation sur terrain est très préoccupante, mais ont proposé chacun un ordre de jour différent. Pour Joao Lourenço, les discussions doivent porter sur les cantonnements des troupes du M23 et son financement, tandis qu'Évariste Ndayishimiye, lui, a évoqué la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi et évaluation. Les vraies discussions se poursuivent encore à huis clos, ici dans la salle Julius Nyerere au siège de l'Union africaine, et le communiqué final de ce sommet est très attendu. D'Addis Abeba, Giscard Koussema.
Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, madame, messieurs, on en parle dans ce dossier. Augustin Bissimois, la paix dans l'est de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi n'entend pas croiser le bras, il continue à se battre pour la restauration de la paix. Est-ce que, comme certains observateurs, vous pensiez que la diplomatie congolaise a montré ses limites? Bien évidemment, madame. Et d'abord, je voudrais ici saluer l'engagement du président de la République. Et je voudrais également ici compatir avec la population victime de cette agression injuste. Une population qui est en train de errer partout dans la nature, comme si ils étaient des réfugiés dans leur propre pays. Ça fait très mal, madame. Mais par rapport à votre question, la diplomatie a montré ses limites. Tenez, nous sommes membres de l'EAC. Le président de la République Tshisekedi nous a amenés dedans. Pour une fois, Kabila avait refusé de nous introduire dans l'EAC. Mais Tshisekedi arrive au pouvoir, il nous amène dans la gueule des lions. Nous y sommes et nous sommes en train de subir. Au niveau de l'EAC, madame, on n'a jamais considéré le Rwanda comme pays agresseur. Ça, c'est une précision de taille, et j'assume. Alors, si nous n'arrivons pas à convaincre au niveau de l'EAC et avoir le même langage avec nous, c'est que la diplomatie, à ce niveau-là, n'a pas marché. Mais ok, allez-y, deux. Nous allons au niveau de l'Union africaine. Depuis tous ces temps ici, on n'a jamais reconnu le Rwanda comme agresseur. 3. Au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Rwanda n'est pas reconnu comme agresseur. 4. Au niveau des Nations Unies, le Rwanda n'est pas reconnu comme tel. Mais au moins aujourd'hui, plusieurs pays ont le courage de parler du Rwanda comme agresseur de l'Est, dans sa partie Est. Madame, faisons attention. En matière de la diplomatie, il y a ce qu'on appelle les dits et les non-dits. Il y a également les dires et les actes. C'est un peu différent de ce que nous voyons avec les pouvoirs en place. Mais on n'avait pas ça 18 ans passés. Personne n'avait le pouvoir de parler du Rwanda comme agresseur de la RDC dans sa partie Est. Non, madame. Est-ce que le problème, c'est à ce niveau-là? Qui ne connaissait pas que le Rwanda nous agressait? Qui disait aussi tout haut que le Rwanda agressait la RDC dans sa partie Est 18 ans passés? Il y a des rapports des Nations Unies qui existent. Mais quel pays pouvait le dire? Parce qu'ils devront dire tout haut. Aujourd'hui, on voit même dans certains parlements, il y a même des élus au-delà des frontières de la RDC qui se mettent devant le perchoir pour parler du Rwanda comme agresseur. C'est qu'on n'avait jamais vu. Et pensez-vous que... Vous ne pouvez pas quand même reconnaître non, ça. Pensez-vous que parce que l'on a reconnu... D'ailleurs, nulle part on a reconnu le Rwanda comme agresseur. Nulle part. Je vais vous dire sincèrement, donnez-moi un exemple d'un pays qui a reconnu. Oui, la Belgique, le roi belge, quand il est venu, ils ont quand même parlé du Rwanda. Non, ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Parce qu'il y a le fait de condamner, ok, et le fait de reconnaître l'agression. Beaucoup condamnent le Rwanda et ils se limitent à ce niveau. Condamner, mais on ne pouvait pas le dire des années passées. Non, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas commencer quelque part pour arriver à restaurer la paix dans l'Est de la RDC. Non, madame, ce n'est pas ça le débat. Vous savez, lorsqu'on est très sentimental, on risque, n'est-ce pas, de ne pas trouver des solutions aux vrais problèmes. Lorsqu'on arrive à être satisfait, n'est-ce pas, par le simple fait qu'on reconnaît que c'est le Rwanda, madame, on va risquer de plonger notre population dans le chaos. Mais quand on arrive aussi à pousser les pays à se prononcer comme ça, c'est pas quand même des avancées? Oui, mais pour un régime qui n'avait que ça comme résultat. Mais pour nous, si nous sommes au pouvoir, ce n'est pas ça ce que nous attendons. Ce que nous attendons, nous, c'est que les sanctions suivent. C'est que les sanctions suivent. Madame, faut pas, les enfants suivent cette émission. Ne parlez pas d'une année. Non, parce que vous parlez de vous. Le pouvoir ici a 4 ans, madame. Les enfants suivent aussi l'émission parce qu'ils aiment beaucoup sur la chaîne ici. Et donc, c'est pour vous dire sincèrement que on est en train d'évaluer, évidemment, par rapport à ce qu'on a comme objectif. Si l'objectif pour le régime était que le pays cite le Rwanda,
Eh bien, là, moi, je m'en moque. Et je regrette. Le débat, c'est quoi? Le MDVC essaye un peu d'amener le débat plus haut. Et nous avons mené... Le MDVC pouvait tout faire dans 4 ans, si vous étiez au pouvoir. Madame, pourquoi le législateur a parlé de 5 ans de mandat? Pourquoi? Si l'on estime qu'on ne peut rien faire dans 5 ans, ça ne sert à rien de postuler, de demander les mandats. Ça ne sert à rien, madame. Êtes-vous conscient de la gravité de la situation dans l'Est du pays? Est-ce que c'est comme quelqu'un qui se réveille un bon matin et dire bonjour? Essayez un peu de nous fixer par rapport à ça, parce que en vous entendant parler, c'est comme si c'est une situation où même d'un bon matin, on pouvait tout changer. Non, mais il faut pas, vous savez, madame, cette question est tellement sérieuse que pour l'analyser, il importe de porter les lunettes républicaines. Voyez-vous, il faut même quitter les sentiments politico, n'est-ce pas, proches d'un régime quelconque. Non, il faut avoir des lunettes patriotiques et nationalistes. Oui, parler comme un Congolais. Comme un Congolais. Oui, comme un Congolais, pas comme un politicien de l'opposition. Nous avons parlé de la diplomatie. La question était de savoir si la diplomatie a marché. Eh bien, je vous montre que non. Parce que nous allons au niveau de Luanda. Qu'est-ce que nous y faisons? Nous-mêmes, RDC, représentés par notre président public, nous signons un cessez-le-feu quand Bunagana est déjà pris. Ça signifie que nous empêchons les FARDC à combattre. Et pendant que nous sommes dans cet état de cessez-le-feu, l'ennemi, lui, n'a pas respecté le cessez-le-feu. Il nous a imposé la force du feu jusqu'à prendre beaucoup d'autres territoires. Nous allons au niveau du Burundi. Deuxième sommet là-bas. Nous signons encore un cessez-le-feu et nous signons encore le déploiement des autres forces régionales. Entre-temps, le président public avait dit sur France 24, s'il vous plaît, c'est très important, madame, qu'aussitôt l'armée kenyane entrera par Bunagana, elle va ouvrir le feu contre les M23. Décidément, contre toute attente. Parce qu'on a plus assez de minutes. Contre toute attente, je vais vous laisser les 2 secondes qui restent, j'ai fini ça. Contre toute attente, l'armée kenyane est entrée par Goma, à la grande surprise du président public. Madame, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est dribblé au sein de l'EAC. Ça signifie que lui-même n'est pas fixé sur ce qui se passe, madame. Et maintenant, selon vous, et quand l'EAC arrive, c'est qu'elle allait faire. Et quand l'EAC arrive, connaissant l'état de l'armée congolaise, une armée qui était infiltrée. Ah oui, mais voilà le débat. Voilà le débat. Et donc, c'est là que... Tshisekedi arrive, il trouve une armée infiltrée. C'est là que je plains un parti politique qui vient de l'opposition, qui a fait 37 ans et qui connaît les vrais problèmes. Parce que le vrai problème de notre pays, c'est d'abord les problèmes de sécurité. Vous ne pouvez pas développer un pays insécurisé. Et non, mais du coup, Tshisekedi allait faire quoi? Il arrive Madame, vous m'avez posé la question. Oui. Je suis en train de répondre. Allez-y, parlez. Et donc, par rapport à ça... Mais vous n'avez plus assez de minutes, hein, parce qu'on est pratiquement... C'est vous qui les bousillez. Les régimes devraient d'abord travailler sur les priorités. Et nous, au niveau du MDVC, nous sommes au pouvoir en 2023. Retenez ça. La priorité, c'est la sécurité de notre pays. Nous devons travailler sur l'armée. Si ils ont la même compréhension que vous, que l'armée est infiltrée, dites-moi qu'est-ce qu'ils en ont fait depuis 4 ans. Et si vous travaillez sur la sécurité, ça va prendre combien de temps? 2 mois? Madame, c'est un programme, nous avons déjà les éléments. Ce n'est pas qu'en arrivant, on commence à imaginer ce que nous allons faire. Non. On est à l'opposition, on travaille déjà sur les programmes. Vous pensez qu'être dans l'opposition, vous avez la réalité sur terrain? Bien évidemment. Bien évidemment. Nous avons... Les secrets sécuritaires, vous les avez? Nous avons les ministres de défense dans notre parti. Ah. Nous avons les ministres de l'environnement. Nous avons les ministres de l'agriculture. Nous avons les ministres du budget, des finances dans notre parti. Et donc, c'est des ministres fantômes qui suivent de près ce secteur-là, de manière à en comprendre les faiblesses pour les traduire en force. Ils ont accès à toutes les informations, surtout en ce qui concerne la sécurité. Je vous l'ai dit sincèrement. Ah bon? Ben oui. Parce que nous travaillons avec la base. Et puis, quand on nous demande de coopérer avec l'armée, ça signifie quoi? On demande à la population de coopérer avec l'armée. Ça signifie lui donner les informations. Et pour donner les informations, il faut les avoir. En un mot, la levée de l'embargo, ce n'est pas une victoire de la diplomatie? Madame, vous êtes journaliste, il ne faut pas dire de fausseté. Nous n'avons pas été sous embargo. L'embargo avait déjà été levé il y a longtemps. Mais on nous a mis sous le régime. Depuis longtemps, combien d'années? J'y arrive. On nous a mis sous le régime de notification.
Et ce régime signifie quoi? Avant d'acheter. Seuls les fournisseurs, non pas avant d'acheter. Nous achetons. Et après avoir acheté, les fournisseurs vont notifier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Si aujourd'hui on ne peut plus notifier, ce n'est pas le fruit de la diplomatie, ça. Qu'est-ce que notifier a empêché? Pourquoi vous ne voulez pas seulement reconnaître que c'est un Madame, écoutez, non, il y a des faussetés parce qu'on vous trompe dans la rue. Moi, je ne fais pas la politique de la rue. Oui, madame, regarde. Notifier signifie... On a vu même l'opposition qui a aussi reconnu ça, mais chez vous, on dirait... Mon Dieu. Madame, c'est parce que le débat, c'est quoi? On vous trompe que nous étions sous embargo. Le régime de notification ne nous a pas empêché d'acheter les armes. Il s'agit de la faiblesse de l'homme. Le régime de notification, ça touche beaucoup plus les fournisseurs, mais pas nous. Et quel est ce fournisseur qui achète les armes, mais qui ne peut pas informer que les armes qu'il a livrées vont dans tel pays? Ça existe où? Parce que nous avons ratifié les traités, n'est-ce pas, et les accords au niveau des Nations Unies. Nous sommes membres. Ça signifie que nous acceptons qu'il y ait contrôle des circulations des armes, madame. Nous avons ratifié ça, nous avons accepté. Ce qui fait que ce régime n'était pas pour nous un blocage, parce que ça ne nous empêchait pas d'acheter. Mais pourquoi la RDC n'en avait pas? Tenez. Les avions. On aime mon seulement, hein, parce qu'on doit finir. Oui, c'est parce qu'on n'a pas travaillé sur la priorité, madame. Regardez comment Kabi Tshisekedi a travaillé. Il pense que pour avoir la paix, il faut donner tous les minéraux au Rwanda. En contrepartie, ça n'a pas commencé seulement avec Tshisekedi, hein. Les même avions, le temps de Kabila, on n'en avait pas. Même des avions, il y en avait pas. Mais on a défait le 23 avec quoi? Ah, ok. Madame, messieurs, on prend ces derniers. Les avions qu'on utilise aujourd'hui ont été payés par M. Laurent Désiré Kabila. Face au chevalier de la plume, le vice-ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a réaffirmé la volonté du gouvernement congolais de mettre fin à la guerre du M23 à l'est du pays. L'invité du porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication Patrick Mouyaya précise ici que le gouvernement Samalou Kondé insiste sur la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda, unique voie de sortie de la crise dans l'est du pays. Pour nous, la RDC, je le dis avec... l'autorisation du chef de l'État et du Premier ministre, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de voix, et c'est clairement dit, comme de l'eau claire dans un verre clair, dans le communiqué que j'ai signé, il n'y a pas autre voie que d'appliquer avec rigueur, j'allais dire à la lettre, virgule après virgule, point après point, la feuille de route conjointe Nairobi Luanda qui a été accepté par les chefs d'État concernés le 23 novembre et, si vous voulez, soutenu par la communauté internationale. Aux Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères a adressé une correspondance au Conseil de sécurité afin d'examiner le récent rapport sur les faits criminels du Rwanda et du M23, dont l'objectif est de sanctionner l'État rwandais. Ça ne se comprend pas qu'un document distribué officiellement ne soit pas discuté, qu'on l'examine et qu'on tire toutes les conséquences, notamment en infligeant des sanctions collectives et individuelles et des sanctions à l'État du Rwanda, à tous ceux-là qui se permettent de fouler aux pieds le droit international, d'agresser notre pays et de martyriser le peuple congolais. Et dans tous les cas, nous répondrons en temps voulu et nous continuons notre combat. Le chef de la diplomatie congolaise soutient par ailleurs que le gouvernement des Warriors émet des doutes sur le respect du processus par le Rwanda et le M23 qui sont à la base de cette situation. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Chez Christophe Mbosso, Maître Daniel Asselo dit être venu solliciter la sagesse du patriarche Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement. Président de l'Assemblée nationale, c'est une bibliothèque pour ce pays. Je suis venu les consulter sur un sujet politique. Nous avons bien échangé. C'est vrai qu'il y a des tensions, qu'il y a de l'insécurité dans certaines poches. Ce travail-là a été demandé à l'armée et à la police, qui l'ont fait. Et je venais d'ailleurs, avant d'arriver ici, de transmettre le rapport du travail fait à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. L'occasion était propice pour les deux parties d'échanger autour de la question des opérations préélectorales en cours
en République démocratique du Congo. Ici est de noter que la Commission électorale nationale indépendante a procédé ce jeudi 16 février 2023 au lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. C'est officiel, l'opération d'identification et d'enrôlement dans la 3e ère a été lancée depuis ce jeudi. Le numéro 1 de la centrale électorale qui s'en est chargé s'est rendu dès son arrivée à Kisangani, au gouvernorat de la Chopo. Sur place, Denis Kadima a rencontré l'autorité provinciale, Madeleine Nikomba, question de s'enquérir de la situation de la province en vue de préparatifs pour cette opération. Nous sommes venus rencontrer Madame la gouverneure ainsi que Monsieur le vice-gouverneur pour avoir une idée de la situation de la province en ce qui concerne la préparation par rapport au processus d'enrôlement des électeurs. Évidemment, nous-mêmes nous sommes venus nous annoncer parce que je suis venu ici lancer l'enrôlement pour l'ère opérationnelle 3 et en même temps pour la Chopo. Après avoir procédé au lancement officiel, le président de la CENI a invité la population à se faire enrôler. Nous venons justement de cette institution pour voir comment ça se déroule et nous avons trouvé que le travail avance très bien. Et nos agents ont été très bien formés et ils manipulent bien les machines. C'est pour ça que nous invitons la population de la Chopo et de l'Est du pays et de tout le pays de s'enrôler pour pouvoir participer aux élections, mais aussi avoir un document officiel d'identification. Signalant qu'en effet, l'ère opérationnelle 3 englobe 7 provinces en plus de 2 pays étrangers. Il s'agit du Bas et Haut-Ouélé, Ituri, Maniema, Nord et Sud Kivu et Chopo. En plus des États-Unis et du Canada pour lesquels la CENI a déployé du personnel et du matériel y afférent. Par ailleurs, il s'est de noter que cette dernière ère opérationnelle constitue la boucle de ces processus. Vous avez affirmé que votre parti politique a des propositions, des voies de sortie de la crise dans la partie est de la RDC. Et à un moment, le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait appel à tout le monde pour la restauration de la paix. Pourquoi vous n'avez pas déposé ces propositions auprès du gouvernement, si réellement vous aimez la population congolaise? Je vous renvoie à la présidence. Cherchez le directeur des cabinets du président public, cherchez les conseillers politiques. Il va vous dire que s'il y a un parti de l'opposition qui a beaucoup proposé sur le NDVC. Ah bon? Je considère que ce sont des scientifiques et au nom de l'honnêteté scientifique, ils ne vont pas taire cette vérité. Et donc, s'il y a une partie de l'opposition qui a beaucoup écrit, non seulement en termes de critiques, mais aussi en termes de propositions, c'est le NDVC. Et donc, est-ce que là est mise en pratique? Mais non, c'est des bouteilles remplies. C'est des bouteilles remplies. Ils n'ont plus besoin d'une seule goutte. C'est ça le problème. Ils n'ont pas tenu compte de vos propositions. Malheureusement, et s'ils auraient tenu, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Vous êtes sincère? Très sincère même, je sais de quoi je parle. Avant que, pour preuve, avant que l'M23, n'est-ce pas, ne reprenne les armes, nous étions acculés par les forces négatives qui ont tué comme pas possible les ADF et consorts. Nous avons fait une proposition. Comment mettre fin à cette histoire? Nous avons déconseillé l'état de siège. Et nous avons plutôt proposé qu'il y ait une réunion, une conférence tripartite, MONUSCO, FARDC, population, là je vois la société civile locale. L'idée c'était quoi? Parce que vous ne mettez pas fin à un problème sécuritaire si vous n'avez pas des renseignements fiables. L'idée, nous avons dit au président public, regardez, au sein de la MONUSCO, il y a ce qu'on appelle brigade, n'est-ce pas, brigade d'information ou de renseignements militaires. Au sein des FARDC, il y a également cette brigade-là. Quels sont les renseignements qu'ils ont sur le ravitaillement des groupes armés? Parce qu'on est groupe, mais pour qu'on soit armé, il faut que les armes viennent de quelque part, soit de l'extérieur ou soit de l'intérieur. Or, de l'extérieur, laissez-moi finir, je vais finir par là. De l'extérieur, madame, ça passe par les frontières. Qui est-ce qui gère la frontière, madame? C'est nous-mêmes. De l'intérieur, madame, les armes sont détenues par
des structures légalement. Il s'agit de la MONUSCO et des FARDC. Alors, pour qu'on parle des armes, que les groupes armés aient des armes, encore qu'on peut avoir des armes, mais il suffit aussi d'avoir les munitions. Parce que les munitions, quand on tire, ça sort. Mais maintenant, et quand ça sort, on tombe dans ce qu'on appelle rupture des stocks. Mais comment on ravitaille? Nous avons proposé qu'on fasse ça. Il ne l'a pas fait. Vous n'étiez pas d'accord avec l'état de siège, mais on a vu la population qui s'est exprimée en saluant quand même la décision du président en instaurant cet état de siège. Madame, c'est un problème sécuritaire et tout le monde n'en est pas expert. Tenez, pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Le législateur a voulu que ça soit dans un temps très réduit. Mais ça fait combien d'années déjà que nous y sommes? Pourquoi? Parce que les militaires ont estimé qu'ils ont trouvé un marché. Un marché? Un marché, oui. Comment ça, un marché? Ben oui, parce que désormais, ce sont eux qui dirigent les provinces. Et ils ont des histoires qui sont en train d'orchestrer par rapport à ça. Vous voulez dire que les autorités militaires qui sont dans les deux provinces sont des affairistes pour l'instant? Mais c'est ça le débat. C'est de montrer ça et là. Et donc, ils ne voudront pas que ça prenne fin le plus vite possible. Vous avez confiance à la MONUSCO? C'est comme ça d'ailleurs que la MONUSCO aussi ne veut pas en finir. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est là. Parce que s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas business, il n'y a pas présence de la MONUSCO. Et donc, on pérennise à travers des actions malheureusement dangereuses. Vous avez dit que la diplomatie a montré ses limites. Et maintenant, là, le problème persiste, l'insécurité, on continue à tuer encore les Congolais. Qu'est-ce que vous pouvez encore proposer? Il n'est pas toujours tard de proposer. Madame, en droit, tout comme en relations internationales, on dit que la diplomatie sans armes, n'est-ce pas? C'est comme un orchestre sans musique, quoi. Vous parlez de quoi? Vous voulez la guerre? Mais oui. Ah, la RDC. Mais oui, talk and facts. Nous devons d'abord dire non au cessez-le-feu. Mettre notre armée dans une position telle qu'elle doit se battre pour récupérer son territoire. Mais le président est en train de préparer l'armée, non? Je vous le concède. Je vous le concède. Non, parce que vous voulez la guerre. Maintenant, là, si on dit la RDC en guerre pour la restauration de la paix, pensez que la RDC est en mesure? Est-ce qu'elle n'est pas en guerre? Oui, c'est déjà une guerre, mais pas avec des armes. Mais avec quoi, finalement? Avec quoi? Parce que le Rwanda est en guerre contre nous. Si c'est nous qui ne sommes pas encore en guerre, mais nous sommes en retard. Mais le Rwanda est en guerre contre nous. Et c'est dangereux que le Rwanda soit en guerre contre nous et que nous, on ne soit pas en guerre. Et donc, ce qui va être le problème, c'est que nous allons perdre des terrains. Heureusement, notre armée a compris qu'elle ne va plus suivre les cessez-le-feu s'il n'y a pas de Tshisekedi. L'armée a compris. Ah oui, aujourd'hui, l'armée est en train d'attaquer et de vouloir conquérir notre territoire. Et n'est plus dans l'hypothèse de cesser le feu. On a eu quand même à conquérir quelques territoires. C'est ça parce que l'armée n'est plus dans l'hypothèse de cesser le feu signé en Angola et au Burundi. Qui vous dira que c'est une stratégie peut-être du président de la République parce que vous n'êtes pas dans la sécurité? Non, madame, je sais de quoi je parle. Quand je parle des choses, je ne peux pas m'aventurer s'il s'agit des notions de l'État. Je suis secrétaire général et pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. Je ne suis pas comme celui qui dit que la paix règne sur tout le territoire national. Non, je ne suis pas comme celui-là. C'est complètement fini. La Commission électorale nationale indépendante a lancé les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. La voie est balisée pour les prochaines élections en République démocratique du Congo. Vous êtes prêts? Bien évidemment, le MDVC se prépare très sérieusement, n'en déplaise aux mécanismes qui sont mis en face. Vous avez confiance aux élections crédibles? Pas du tout, parce que tout ce qui est mis en marche, c'est une façon de pouvoir, encore une fois, faciliter les lits de tricheries et de fraudes massives encore. Déjà. Mais qu'à cela ne tienne, le MDVC s'est dit, peu importe les mécanismes qu'ils vont mettre en place, le MDVC gagne ses élections à plate couture. Ah bon? Bah oui, parce que lorsque l'élève est très faible, même si l'enseignant était son oncle, il ne saura pas le délibérer. Dans 20 provinces... Il ne saura pas délibérer. Si vous avez votre oncle qui est votre enseignant et que vous êtes très faible, l'oncle ne saura pas vous délibérer. Et ça sera le cas. Kabila a eu du mal à délibérer Chadari. Voyez-vous? Et donc c'est pour dire que nous sommes en train de dire aux amis de faire... Il y aura une observation qui n'a jamais existé dans ce pays. Ça, je sais de quoi je parle. Bien que votre président, autorité morale, est toujours à l'extérieur du pays. Je vous dis sincèrement. Donc, il est en train de tout faire à l'extérieur. La diplomatie, c'est une très bonne chose. C'est une arme très importante. Il n'est jamais en RDC. Hein? Mais non, il a déjà été là plusieurs fois. Plusieurs fois.
Mais le siège, c'est une son origine. siège. Non, c'est un enseignant d'université. Il donne cours. Et quand il est au pays, il est là, il donne cours partout. Donc c'est pour dire que nous sommes en train de travailler dur sur ces élections. Et pour une fois, nous allons assister à une bonne, sérieuse alternance. Merci beaucoup. Augustin Bissimois, c'est complètement fini. Vous allez vous adresser en quelques mots à cette population qui est en train de vous suivre. Si vous aviez oublié de dire quelque chose. Non, mais je voudrais d'abord demander à la population congolaise de ne pas considérer ce qu'a dit Augustin Kabouya, de les tolérer parce que le plus souvent, il y a des gens, sincèrement, devant la foule qui perdent des pédales, que la population mette en tête que nous sommes en guerre, nous sommes agressés, et que la population de l'Est est en train de fuir. Ne suivez pas ces langages qui pensent qu'il y a la paix sur tout le territoire national. Restez soudés, tenez-vous debout pour barrer la route à l'agression de notre pays et préparez-vous aux élections pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, l'alternance crédible pour que le pays se développe. Ces élections avec plusieurs candidats présidents, hein? Et bien évidemment, c'est pas facile pour le MDVC. Mais non, le MDVC a un discours, le MDVC a une vision, le MDVC n'a pas la population. N'a jamais trompé. Personne n'a la population. Personne n'a la population. Merci la population, c'est pour l'État, parce qu'on reconnaît 3 éléments de l'État. Il y a la population, il y a le gouvernement et le territoire. Personne n'a la population. Merci beaucoup. Personne n'a la population. Les derniers mots de notre invité de la semaine, Augustin Bissimois, secrétaire général du MDVC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci madame de m'avoir associé à ce débat. Madame, messieurs, je ne cesserai de le dire, Info 7, un magazine de Congo Web Télévision, Info 7, votre magazine, Info 7, notre magazine. Merci de rester fidèle à la chaîne haute définition et surtout merci de continuer à nous écrire et nous contacter. Et je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine, donc le dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre magazine Info 7 et c'est bien l'heure. Au revoir.